C'est bon. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun et bienvenue pour ce dernier conseil communal de l'année 2025. J'espère que tout le monde est en pleine forme avant la trêve des confiseurs et je propose qu'on commence sans tarder l'ordre du jour. Tout le monde est présent, merci à tous. Et on va commencer par l'approbation du PV de la séance du dernier conseil, le 27 novembre. Y a-t-il des remarques, des commentaires? Au point 14, peut-être ajouter à l'unanimité avant. Ah non, le point 14 de l'ordre du jour. Du PV. Voilà. Merci. Au point 14, donc du PV du dernier conseil, ajouté à l'unanimité. Ce qui est la vérité. C'est noté, merci. Alors, nous en avions parlé lors du dernier conseil. Le point 2, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 12 février 2026 de Vivalia. Donc, si vous vous souvenez de nos discussions au dernier conseil, Monsieur Planchard, pour ne pas le citer, avait demandé qu'on soit bien dans les temps pour l'Assemblée générale extraordinaire. Nous y sommes. Cependant, entre-temps, nous avons appris qu'il y avait une réunion d'information à l'intention de tous les conseillers, donc même ceux, sauf erreur de ma part, qui ne sont pas dans l'Assemblée générale, peuvent aussi se connecter. À la base, on invite tous les délégués. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent participer, il n'y aura pas de problème, mais il faut faire une demande anticipative auprès du secrétariat des organes de gestion. Mais tous les délégués de toutes les communes sont invités. Oui. Toutes les réponses sont dans la description. Oui, tout est, merci Madame la directrice générale, faisons fonction, donc tout est dans la description, mais cette réunion d'information a lieu ce lundi. Oui, tout à fait. À 18h30. Donc, pour rester cohérent aussi avec notre dernière discussion, on propose de reporter le point. Mais pour être aussi cohérent et en accord avec le timing qui est lié à l'Assemblée générale extraordinaire de Vivalia, on propose à vos agendas de faire le prochain conseil communal le 15 janvier, jeudi 15 janvier, et pas le dernier jeudi de janvier. Sauf circonstances exceptionnelles, on n'aura pas d'autres conseils en janvier. Mais comme ça, on fera l'Assemblée générale, tout le monde aura eu le temps de poser toutes les questions nécessaires pour pouvoir prendre position en âme et conscience. Et donc, on propose de fonctionner ainsi si ça va pour tout le monde. Vous m'excuserez déjà pour le 15 janvier, étant sur une table peu amène. Mais n'hésitez pas à transmettre aussi les questions. Si on a même d'ici lundi, on peut relayer, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde est OK de fonctionner comme ça? Il n'y a pas de souci. On est OK. Je ne m'étais pas inquiété outre mesure parce que la date initiale de l'information aux associés que j'avais était donnée le même jour que le conseil communal. Sauf qu'elle a switché et le conseil avait été convoqué. Donc je suis totalement en accord avec la proposition qui me semble totalement pertinente pour que tout le monde ait une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés par cette délibération extrêmement complexe, faut-il le dire. Oui, en effet. Ok, merci. Alors, le point 3, je vais laisser maintenant pour quelque temps la parole à notre échevine des finances. Donc, c'est le taux de couverture du coût vérité. Donc là, c'est l'estimation théorique prévisionnelle du taux de couverture coût vérité pour l'année 2026. Et donc là, vous voyez qu'on vise un taux de 105%. On essaye d'être prudent parce qu'il arrive régulièrement, on a encore eu le coup cette année, de recevoir des factures encore en fin d'année de régularisation. Donc voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de remarque au niveau du taux. J'avais préparé les questions, mais vous avez de la chance, j'ai tout laissé chez moi. Voilà, donc vous êtes un petit peu sauvé pour cette fois-ci. Voilà.
Sur quoi portaient les questions? Ben, que c'est encore une fois une augmentation de 3% et que depuis 2024, on ne fait que d'augmenter. Est-ce qu'on envisage d'aller vers une autre piste, voire autrement qu'Idélux? Il y a des communes qui n'emploient pas Idélux, ce serait peut-être bien de s'intéresser un petit peu à ces communes-là, voir si ça leur coûte moins cher ou plus cher. Voilà, et peut-être mener une enquête aussi et voir un petit peu combien ça représente de kilos par habitant. Voilà, on peut faire un calcul, je ne sais pas si Idélux vous a envoyé ce tableau-là. Non, pas encore, mais on avait dit qu'on leur demanderait une rencontre début de l'année avec eux pour qu'ils nous fassent un rapport justement des quantités de déchets, des différentes solutions, des comparaisons avec les deux systèmes appliqués sur les différents territoires, et voilà. Oui, parce que il y a des communes qui pratiquent au poids. Là, je prends mon cas à moi. Si on y va au poids, je suis largement gagnant. Ah bah oui, bien sûr. Maintenant, on en a déjà parlé. On sait qu'au poids, c'est qu'on est une litière pour chat, ça amène directement des kilos. Les jeunes mariés avec leur manche amènent des kilos. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Il faut des poubelles qui ferment, parce que sinon les gens vont aller bourrer la poubelle des voisins, pour que le voisin paye. Si un jour vous vous penchez là-dessus, je veux bien y regarder avec vous, parce que je pense qu'il y a moyen de bien faire. Mais j'attire votre attention que dans le coût vérité, il y a aussi le traitement des déchets. Hein. Exactement. Voilà. Alors là, c'est le poids, c'est le calcul, Oui, bien sûr. mais il y a aussi le coût de Du ramassage. Et non, du traitement. du traitement. Du traitement des déchets qui, lui, est nettement, je vais dire, plus important lorsqu'on regarde les tableaux des 2 ou 3 dernières années qui sont envoyés par Idélux avec finalement ce que mensuellement les communes doivent payer. Oui. Mais donc on avait l'Assemblée Générale, enfin les Assemblées Générales d'Idélux hier, donc je pense que Stéphane était présent, Philippe. Donc il semble que... Oui, et donc voilà, et effectivement ont été évoqués les enjeux en matière de déchets, parce que dans mon souvenir, lorsque le point était passé sur l'Assemblée Générale d'Idélux, vous aviez demandé un petit peu des éléments par rapport à la partie gestion des déchets, et donc il y a eu une présentation par le directeur général des grands enjeux, avec le fait que il faudrait s'interroger sur le rapport qualité-prix-service tel que ça a été déterminé. La posture d'ailleurs du directeur général a été saluée par le président de l'intercommunal comme étant dans un principe d'ouverture à éventuellement bouger des lignes en lien avec tout ça, et dans l'attente évidemment que le conseil d'administration reçoive les informations de l'audit. Donc ce qui est évoqué par l'Échine dans la perspective de travailler sur le règlement taxe et potentiellement s'approcher des 100% du coût vérité, c'est évidemment un travail, à mon avis, à faire, parce que ça devient maintenant un poste extrêmement important dans le cadre budgétaire communal et dans le cadre des ménages aussi. Hein. Donc c'est important de travailler là-dessus. Moyennant ça, on le validera. Mais on a bien en tête de suivre cette proposition de travail, sans souci. Alors, les 4 points suivants sont 4 règlements qui doivent passer avant la fin de l'année pour pouvoir être appliqués en 2026. Donc, ce sont les derniers règlements taxes. Donc, le premier, c'est justement le règlement taxe sur le traitement des déchets. Donc, si vous regardez, elle a été indexée. Et il faudra qu'on indexe nos taxes régulièrement. Donc ici, si vous regardez, elle a été indexée de 5%, justement dû aux factures supplémentaires qui ont été apportées fin de l'année 2025, justement pour qu'on reste dans les clous au niveau de cette taxe sur la collecte des déchets. Sinon, à part ça, le règlement taxe n'est pas modifié. C'est OK pour vous ? Moyennant les interrogations qu'on vient d'évoquer dans le cadre du collectif. Ouais. Alors, le règlement suivant, c'est celui sur le raccordement des égouts. Donc là, le montant n'a pas changé par rapport à 2025, mais on vous propose d'indexer chaque année. Donc, entre 2025 et 2026, il n'y a pas d'indexation, on a pris le même montant, mais après, un index sera appliqué. De toute façon, on
on est donc, comme vous le savez, on le répète souvent, sous CRAC, et on a l'obligation même de mettre les index dans nos règlements taxes. C'est ça que, quand vous regardez, ils sont à chaque fois indiqués au niveau du règlement. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. On va pas changer. Là, nous avons deux nouveaux règlements taxes. Il s'agit des appareils automatiques de retrait d'argent et des taxes sur les agences bancaires. Donc, ces règlements ont légèrement été modifiés. Donc, au départ, Batopin n'avait pas de taxe spécifique vu que c'est une nouvelle installation. Donc, auparavant, c'était les banques qui avaient des guichets automatiques qui étaient taxés en fonction de leur guichet automatique. Donc là, on a eu une proposition de faire un règlement taxe spécifique pour, non pas une banque, mais simplement un nombre d'appareils de retrait d'argent. Donc c'est ce qu'on vous propose ici au point 6. Les montants n'ont pas été pris au hasard, mais ce sont de la circulaire budgétaire. Donc c'est pour ça que ce sont des montants C'est tenu bien par les précis. virgules. Le point 7, c'est pareil, donc c'est une taxe sur les agences bancaires. Donc auparavant, pour qu'une agence bancaire soit taxée, il fallait qu'elle ait un guichet automatique. Maintenant, elles n'en ont plus, mais elles ont un guichet. Et donc, à partir du moment où une banque a un guichet, elle peut être taxée. C'est aussi une taxe qui avait été proposée dans la circulaire budgétaire, une adaptation en tout cas, au vu des situations dans les différentes communes. Et donc, sur notre territoire, il y a 2 agences concernées. Voilà, je suppose qu'au niveau règlement taxe, c'est bon. Ça va? Oui. On va passer Oui. en effet au point relatif au budget 2026, qui est donc à l'ordre du jour ce jour. Donc juste une petite excuse par rapport à l'avis de la commission budgétaire qui est arrivé avec quelques jours de retard. Il est arrivé lundi, désolé. C'était le temps de tout mettre en forme, etc. Et donc, je pense que vous avez pu chacune et chacun prendre connaissance de ce budget 2026 qui s'inscrit dans un contexte que nous connaissons, qui est marqué par le fait que la commune reste sous plan de gestion CRAC encore pour quelques mois, longs mois en tout cas. Donc on a atteint un équilibre budgétaire et je tiens sincèrement à remercier tant les équipes que notre directeur financier et que notre échevine des finances qui a fait un travail remarquable, qui ont fait toutes et tous un travail remarquable d'analyse poste par poste, ligne par ligne de nos dépenses, que ce soit à l'ordinaire, à l'extraordinaire, mais aussi à tout le travail qui a été fait par rapport aux recettes et dont on parle depuis quelques semaines et mois dans nos conseils. Je pense que Caroline précisera plus au niveau de la gestion des provisions et des prélèvements. On voit qu'on arrive à un équilibre, mais comme je l'expliquais dans la note budgétaire, c'est pas un équilibre qui est mécanique ou technique, c'est un équilibre aussi qui est lié à toute une série de choix qui ne sont pas toujours faciles, c'est un travail qui est approfondi, qui est exigeant. Ce sont des efforts qui sont consentis pour respecter les objectifs du plan de gestion et garantir une trajectoire surtout, qui nous est imposée par le CRAC. Ce n'est pas facile tous les jours, mais quand même le fait d'être dans ce cadre et cette trajectoire à projeter à l'équilibre nous fait avoir un travail rigoureux, sérieux, responsable et orienté vers la soutenabilité financière. Et c'est en ça que je pense que nous pouvons être rassurés. On ne va pas avoir de grosses surprises, sauf très très grosses surprises, pendant cette année budgétaire, ni dans les années à venir, puisque nous avons anticipé les plus grands mouvements au maximum en tout cas. Et donc merci au directeur financier, merci à la directrice générale faisant fonction aussi d'avoir rendu son avis par rapport aux éléments relatifs aux ressources humaines. Et on tient le cap et
On va continuer à investir dans des projets structurants au niveau de l'extraordinaire qui sont essentiels pour garantir la gestion quotidienne aussi de notre commune, nos investissements en matière d'infrastructures, en matière de voirie, mais Deschevin pourra mieux l'expliquer que moi. Et donc voilà, je ne sais pas si on veut faire encore un commentaire général ou commencer directement. Juste peut-être un point d'attention, mais qui était dans ta note juste également. Donc comme vous voyez, l'équilibre du budget 2026 a été atteint avec un léger boni, mais on est très prudent. On a diminué quand même pas mal de dépenses de fonctionnement parce que le but c'est vraiment d'arriver à ne pas faire porter tous les surcoûts actuels des communes à nos citoyens et donc de diminuer aussi nos dépenses. C'est vraiment un objectif premier. Et donc, vous remarquez que pour arriver à l'équilibre, on a utilisé quand même plusieurs provisions. D'abord, la dernière tranche du prêt oxygène dont on pouvait encore bénéficier et une provision cotisation de responsabilisation. Cotisation de responsabilisation pour pouvoir parvenir à cet équilibre. Alors évidemment, en pompant ces provisions, nous ne pouvons plus en bénéficier en 2027. Donc c'est pour vous montrer que ce sera encore compliqué les années à venir parce qu'il va falloir pouvoir trouver un équilibre sans plus avoir de provisions à prélever. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau du budget. On peut toucher comme vous le souhaitez. Commençons par l'ordinaire, l'extraordinaire. Enfin, voilà. Je laisse un petit peu la main à ce niveau-là. Des questions, évidemment. Et des interrogations par rapport à un petit peu au double discours que j'entends. Bon, tout d'abord, effectivement, l'avis de la commission financière, il est arrivé en retard. Je ne vais pas jeter la pierre, ça nous est arrivé une fois ou l'autre que l'avis de la commission financière arrive tardivement, donc pas de problème. Mais cet avis fait écho de mesures structurelles, mais ne les détaille pas. Alors, j'entends Leschevin qui nous dit qu'il y a une réduction de fonctionnement de manière importante. Est-ce que vous pouvez déterminer de combien est cette réduction au niveau des articles de fonctionnement? Parce que, évidemment, moi je regarde par rapport au budget initial 25, je regarde par rapport au compte 24, mais n'ayant pas le compte 25, pour pouvoir faire des comparatifs, je ne vois pas quelle est l'importance de réduction du budget de fonctionnement, à part quelques articles que j'ai vus sur des prises en charge par des extérieurs qui sont effectivement réduits. Donc j'aurais aimé avoir l'ordre de grandeur de cette diminution de dépenses de fonctionnement. Ici comme ça, c'est compliqué. C'est impossible à dire. Ça veut dire qu'il aurait fallu projeter la projection du budget 2025 en 2026 et regarder à combien on était au niveau du déficit. Tout ce que je sais, c'est que quand on a lancé au départ le budget pour commencer à travailler sur le budget 2026 en s'aidant du budget 2025, on était en déficit de 500 000 €. Et là, on en bonne 300 000. Donc c'est énorme. Mais voilà. Ces 800 000 là, tu les as trouvés quelque part, mais pas que dans les taxes que tu nous dis. Donc, justement, non. On ne demande pas des détails, mais des grandes lignes, voilà, sur suppression du personnel, moins de, voilà. Je vais rentrer un petit peu dans les détails et donner quelques petits exemples, mais je ne vais pas pouvoir détailler tout parce qu'on a étudié tout point par point. Même au niveau gestion des ressources humaines, si vous regardez, si vous allez regarder un petit peu le plan d'embauche, on essaye vraiment de limiter au maximum. Il y a des départs qui n'ont pas été remplacés. Quand un départ n'est pas remplacé, tout de suite, ça fait 100 000 € à la fin de l'année. Hein. Et donc, on s'est déjà axé là-dessus parce qu'on sait bien que ça, ce sont des dépenses importantes. On a pu... donc ça, c'est plutôt technique, si on veut ou pas. Vous savez qu'avant, on pouvait bénéficier d'un PIC, donc d'un subside PIC, sur des dossiers bien précis. Maintenant, le système a été modifié. Ça signifie que plutôt que de pouvoir bénéficier d'un PIC sur un projet bien spécifique,
on a une somme qui a été allouée à la commune, donc à chaque commune, pas que la commune de Florenville, et donc on nous a déjà donné cette manne pour les 5 années à venir. Et donc, ce pic-là, qui normalement couvre des dépenses à l'extraordinaire, peut être rapatrié à l'ordinaire, donc au prorata de l'année en cours. Ça veut dire qu'il y a 1/5 du versement de pic que nous avons reçu, que nous avons pu rapatrier aux dépenses ordinaires, pour autant que nos charges d'intérêt étaient supérieures à cette somme. Cette somme, c'était 169 000 €. Ben voilà, on a pu remettre 169 000 € pour équilibrer notre ordinaire qu'on ne pouvait pas en temps normal. Et alors, on a gratté un petit peu partout, dans le sens où vous avez vu que, on l'avait déjà vu en 2025, mais ça se répercute en 2026. Il y a plusieurs subsides qui étaient considérés comme non essentiels et qui ont sauté. On a gardé quand même des articles à chaque fois, subsides généraux, au cas où on a vraiment une association qui a un souci pour équilibrer son compte et qui a besoin de faire appel à la commune, mais ce n'est plus des subsides systématiques. Ouais. On a, excusez-moi, bêtement, c'est bête, mais ça fait gagner quand même pas mal aussi, on a revu tous les abonnements qui étaient pris à la commune. Que ce soit des abonnements à des liens informatiques ou des abonnements de revues que nous recevions de façon mensuelle. Et on a fait le tri pour savoir à chaque fois qui utilise quoi, est-ce que c'est bien utile. À l'air de rien, on a gagné quelque chose. On a regardé sur des programmes de IMIO, par exemple, tout ce qui était gestion du patrimoine privé. Ça, c'était une application d'IMIO que l'on avait à l'époque prise. On s'est rendu compte qu'on ne l'utilisait pas du tout et qu'aucun citoyen l'utilisait. Voilà, on a gagné là-dessus. Il y en a 2 d'ailleurs, des applications comme ça. Voilà, c'est plus... c'est plus clair. Il y a aussi une bouffée d'oxygène qui nous est aussi faite par rapport à la reprise par la province des dotations de la zone de secours. Oui, tout à fait. Il y a aussi un poste important. Avec... Évidemment. Oui. Bien évidemment. Qui nous aide beaucoup. Mais c'est très clair. Voilà. Mais qui pour moi sont là des éléments d'intervention extérieure qui ne sont pas liés. Non, mais ça, on est d'accord. Ça facilite évidemment la situation de recherche de l'équilibre. Ça, c'est évident. Moi, c'était par rapport à l'avis de la commission financière qui évoquait toute une série de mesures structurelles et où je n'avais pas les montants qui étaient projetés. Donc, évidemment, l'éclaircissement sur le rapatriement à l'extraordinaire, sur l'ordinaire, dans le cadre du mécanisme anciennement du fonds d'investissement communal. Merci de donner l'explication en séance parce que, moi, sauf erreur, mais je n'ai pas vu dans les documents qui étaient communiqués un élément qui venait le légitimer. Donc, c'est évidemment intéressant d'avoir cet avis-là. Vous parlez, Madame Leschvin, du fait que vous avez démarré l'exercice avec un moins 500 000. Je vois dans l'avis du CRAC que lorsque le CRAC a souhaité au départ se positionner, il remettait un avis en disant que le budget que vous leur aviez envoyé avant leur travail était en déficit de 60 000 à l'exercice propre. Évidemment, dans la séquence. D'accord, mais ce qui est évidemment impossible, mais le voyant dans la vie. Alors, qu'est-ce qui légitimait C'était une erreur d'écriture, tout simplement au niveau justement du rapatriement du PIC à l'ordinaire. D'accord. On ne sait pas pourquoi il avait été comptabilisé 2 fois dans le programme e-compte. Et donc, 169 000, moins encore de 169 000, ça nous faisait un déficit de 60 000. Plutôt que d'avoir un petit boni. Donc, comme derrière après, il détermine que dans le cadre des échanges que vous avez eus avec eux, et soyons bien clairs, le CRAC est une structure d'accompagnement, il faut toujours avoir en tête, et ils font un travail d'accompagnement, donc je ne remets évidemment pas ça en cause. Il déterminait, vous en avez parlé, le fait qu'on rapatrie le solde de la partie de l'emprunt oxygène, et donc c'est un solde one shot, donc on est avec une trajectoire budgétaire. Ils évoquaient le fait que la trajectoire budgétaire à 2031, pour l'année 2031, était en déficit. Je pense que vous l'avez corrigé. Donc j'ai regardé la trajectoire budgétaire et je vois évidemment l'intervention avec la diminution de la dotation communale vers le CPS.
Alors avec le montant qui est splitté avec le 1,8 million d'intervention et les 300 000 que le CRAC demande spécifiquement, que vous envoyez avec la cotisation de responsabilisation pour une clarté 2. Mais donc, je ne sais pas où on en est avec le budget CPS. Je suppose qu'il va être en préparation et qu'il y aura une concertation commune CPS. Est-ce que ce montant de 2,1 millions va suffire au regard des besoins du CPS en lien avec les impacts de Vivalia et en lien évidemment avec la réforme chômage qui va prêter ses premières concrétisations en janvier? Monsieur le Président de CPS. Je peux, merci. Tu peux, enfin, je veux dire, je ne sais pas ça par pardon. Effectivement, la diminution elle s'inscrit dans la logique qui avait été déterminée avec le CRAC de diminuer l'intervention communale de 200 000 par an sur les années à venir. Comme on en a échangé autour de la table, notamment avec le collège, c'est un objectif qui est atteignable à partir du moment où les réformes structurelles se continuent du côté CPS. Par rapport aux services qui sont proposés. Et donc là, il y aura un soutien qui sera essentiel de la part du collège, aussi du conseil à un moment donné, pour continuer à épurer, je vais dire, l'institution. Le compte 24 a monté avec 2 300 000, ben, on pouvait tenir la balance. Donc si on continue à optimiser à contexte inchangé, on peut espérer effectivement avoir des bonnes nouvelles et fonctionner avec 2 100 000. Mais ça sera quand même un exercice qui sera difficile à mener, d'autant plus qu'on ne connaît pas l'impact des réformes au niveau chômage, comme tu l'évoquais, Yves. Alors, concernant les revenus d'intégration sociaux, je pense qu'il y a assez peu de risques dans un premier temps, puisque oui, sur la première année, il n'y a pas de problème. Oui. Par contre, c'est tout ce qui est aide sociale, où là, pour l'interrogation, souvent sur fonds propres, on ne sait pas trop le montant que ça va pouvoir représenter, et ça, évidemment, ça impactera directement la commune aussi, quoi. J'ajoute les discussions toujours en cours sur la reprise des homes et des impacts de Vivalia que tu as évoqué tout à l'heure. Alors évidemment, j'ai des informations, mais en même temps, là, je suis en conseil communal de Florenville, donc est-ce qu'on a des informations quant à la perspective de gestion actuelle pour l'année par Vivalia, puisque c'est la première année de gestion. Monsieur le Président? Oui, effectivement, c'est une question importante. Donc les premières projections sont positives pour 2025, c'est-à-dire que Vivalia arrivera à un bon niveau de la gestion. Les questions pour toi à souligner. C'est important à souligner, d'autant plus que les premiers éléments sur les dernières années qui nous avaient été communiqués par les services financiers de Vivalia étaient plutôt un déficit de 500 à 600 000 euros. Tout à fait. Ce qui, en termes d'activité pure, Vivalia n'est pas le cas. Ça veut dire qu'en 2-3 ans, on a quand même bien réussi à adresser la barre au niveau de nos maisons. Absolument, ça vient confirmer ce que l'on avait dit maintenant. L'interrogation, c'est les discussions que nous devons encore avoir avec l'intercommunal concernant les coûts réels qui nous seront refacturés. Et ça, c'est toujours en négociation. Ok. Voilà, il y a certains éléments prévus dans le protocole, d'autres un peu moins, qui doivent faire l'objet d'éclaircissements avec notre partenaire et sur lesquels on espère atterrir dans les premières semaines de janvier, je l'espère. Et en fonction, évidemment, ça viendra impacter la facture finale. Oui, bien sûr. Et le reste en découle. Enfin, j'imagine qu'on parlera de ça à la concertation commune CPS, évidemment, dans le cadre du budget CPS, mais c'était évidemment intéressant d'avoir un peu des éléments d'information, d'autant qu'on voit une trajectoire budgétaire de moins 200 000 cette année et de moins 200 000 l'année prochaine, sauf erreur. Oui, mais et donc voilà, donc je me disais, mais tiens, s'il n'y a pas la perspective d'une amélioration dans le cadre de la gestion par Vivalia, donc là il y en a une apparemment maintenant, j'entends qu'il y a des négociations, mais je sais qu'il y a aussi vous êtes en conseil communal, tout l'élément de convention. N'hésitez pas à le répéter. Et donc pas de souci, on en parlera à ce moment-là. Donc, a priori, par rapport à la réforme chômage, Monsieur le Président de CPS, vous nous dites que l'année devrait être couverte par le financement du fédéral. Donc ça, globalement, vous êtes plutôt serein par rapport à ça.
À l'exception peut-être des aides à l'emploi qui pourraient être impactées, enfin des aides sociales qui pourraient être impactées en complément de la démarche. En fait, le fédéral va couvrir tout ce qui est revenu d'intégration sociale, donc on estime qu'il y a 130 personnes sur la commune qui seront exclues par rapport à la réforme, et il part du postulat que 30% franchiront la porte d'un CPS. Ça ne veut pas dire que les 30% de ces personnes-là auront droit ni à un revenu d'intégration ni à des aides sociales. Évidemment, ça demande un travail administratif et ainsi de suite pour objectiver les choses. Donc voilà, il faudra voir la ventilation entre les personnes qui auront effectivement droit au revenu d'intégration sociale et puis toutes celles qui vont se retrouver fragilisées par cette réforme et qui, pour vivre au quotidien, viendront solliciter l'aide du CPS qui, elle, est à notre appréciation concernant des dépenses du quotidien qui, bien souvent, sont prises sur fonds propres. Et là, à ce niveau-là, au niveau du fédéral, il n'y a aucun subside de prévu pour le moment. Et effectivement, mais on ne fera pas un débat fédéral sur le sujet aujourd'hui, mais en même temps, c'est clair que tout ça table sur une perspective de remise à l'emploi par le biais du CPS, sauf que le CPS n'est pas, au départ, un agent d'insertion professionnelle, à l'exception des articles 60 sur lesquels il pouvait agir, mais ça reste une compétence de l'ONEM, donc il faudra qu'on voit aussi comment est-ce que ça va pouvoir se mettre en place. Sur l'analyse, je partage. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on a stabilisé quand même un bon service social au niveau de Florentville, et vous l'avez vu au travers des chiffres sur les dernières années. Et on a aussi un service d'insertion avec un agent. Oui, tout à fait. Et donc, on pense que la structure qui est mise en place pour le moment pourra absorber ce choc, ce changement de paradigme, je vais dire. Et je l'espère pourra permettre de nous donner un maximum de résultats, va avoir une remise à l'emploi potentielle. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir faire des miracles là où le forum n'y est pas arrivé? C'est toute la question qui reste en suspens. Ok, merci. J'ai vu dans les recettes une diminution projetée de la recette APE. On a eu un courrier de la région Wallonne qui nous confirmait qu'en 2026, on devrait avoir une diminution de 4,4% des aides APE au niveau des villes. Ils évoquaient cette diminution dans le cadre des décisions régionales sur une seule année ou sur plusieurs années? Non, c'est juste pour la première année. À l'avenir, on verra bien. On attend le prochain courrier pour la suite. C'est donc bien ce que je craignais. Donc on est sur la première partie à 2026. C'est quoi, 35 000, je pense, quelque chose comme ça? Enfin, j'ai fait rapide le calcul, mais ça doit être de cet ordre-là. On a 700 000 € d'aide APE. On a 600 000, c'est ça. Donc on est bien d'accord que là aussi c'est un élément, parce que bien évidemment la zone de secours qui bascule vers le financement provincial, c'est une excellente chose pour les finances communales. Et si derrière la région impacte avec l'APE, ça risque de faire toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Alors, vous évoquez le volume global de l'emploi avec le plan d'embauche. J'en avais déjà parlé au budget initial 2025 et la note très bien faite d'ailleurs de la directrice générale faisant fonction évoque à un moment donné un nombre d'emplois qui finalement est supérieur au global. Et donc je trouverais intéressant, mais je suppose que le CRAC le demande, hein, mais je trouverais intéressant pour notre bonne compréhension de tous ces enjeux-là, qu'on puisse avoir une vue un peu plus clarifiante sur la situation financière exacte en matière de personnel, parce qu'on voit les impacts des départs et des arrivées, etc., hein, qui sont matérialisés financièrement dans la vie, et donc ça, pas de problème, mais avec la conclusion qui détermine le nombre du volume global de l'emploi qui est soit stabilisé, soit encore en hausse, ça m'intéresserait d'avoir une... En fait, la seule augmentation de volume de l'emploi que nous avons eue, ce sont les 2 ouvriers du CPS, oui, j'entends bien. qui n'étaient budgétés que 6 mois en 2025 et qui doivent être maintenant budgétés sur 1 an en 2026, parce que de façon générale, on a diminué l'emploi. Voilà, mais maintenant, donc c'est pour ça que je pose la question, parce que effectivement, puisqu'on parle de mesures structurelles, hein, je reprends les termes que vous utilisez dans la vie, et qu'en parallèle de ça, c'était des emplois qui étaient initialement dans les maisons de repos, et que là on diminue la dotation, et forcément, puisque ces emplois-là n'ont pas été repris, mais ils reviennent au niveau communal, donc ce serait intéressant d'avoir à un moment donné une vision la plus claire possible par rapport à ça.
Alors, j'ai été relativement surpris, d'autant que j'avais posé la question l'année dernière sur le montant budgété de la vente de bois. L'année dernière, vous mettiez un montant particulièrement élevé, ce qui m'avait invité à espérer, comme tout le monde, qu'on aurait une excellente vente de bois. Fort heureusement que ça a été le cas, et je l'ai évoqué dans le cadre de la MB, puisque ça nous a aidé à équilibrer. Je vois que ce serait déterminé par un retour à la normale, j'ai envie de dire, avec le DNF, qui reparle maintenant d'estimation inférieure. Mais bon, c'est quand même près de 400 000 de diminution. Bon, monsieur Léchevin. Petite explication. Donc, si tu veux, les prix sont calculés sur les 3 dernières années. Oui. Donc, les prix étaient en forte augmentation. Les coupes à venir ne sont pas si belles que celles passées, donc on reste prudent quand même. Okay. Et on a rencontré la chef de cantonnement qui nous a bien annoncé que suite aux très nombreuses coupes qu'il y avait eu au niveau du scolite, eh bien on se retrouve maintenant à avoir certainement 3 années de creux au niveau des ventes de bois. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu être prudent et on a quand même majoré le montant qui avait été donné par le DNF, parce que vous savez qu'ils mettent toujours des montants à faire. Ah, donc 800 000, c'est majoré. 800 000, c'est majoré. Mais, oui. Enfin, on a fait fin et demi, ce qui nous semble très raisonnable. Oui. Ok. Bon, Oui, bah, on sait bien compris, mais on sait tous, et on l'a déjà. On a tous les deux autour de la table en fonction, en majorité ou en opposition. On a toujours déterminé que c'était notre variable d'ajustement. Donc je ne dirai rien d'autre que ça. Bon, ce sera évidemment quelque chose qu'il faudra qu'on suive en lien avec l'intégration du résultat du compte et avec les MB. Donc je reviendrai là-dessus lorsqu'on aura les MB en cours de route, mais ici on est sur l'initial. Donc c'est en tout cas, si je peux me permettre, monsieur le conseiller, réaliste et honnête. Ah mais je trouve non, mais je tiens à souligner. Ah mais je le détermine parce que par rapport à la préinscription de 2025 qui elle avait été très très haute et où je me disais est-ce qu'on était réaliste, je ne dis pas que c'était pas honnête, mais est-ce qu'on était réaliste, et ça a été on a été réaliste. Non mais on est d'accord, mais et là quand nous avons et qu'ils ont vu la diminution de notre vente de bois, mais ils nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas la moyenne des 3 dernières années? On leur a dit c'est parce qu'on veut être prudent. On a reçu les estimations du DNF, on les a rencontrés, ils nous ont dit qu'on allait avoir un creux, ça ne sert à rien d'aller gonfler notre recette et de se retrouver avec un mais je suis totalement d'accord avec ça, sur la dimension réaliste, et donc, et sur la dimension honnêteté, je ne peux que le confirmer maintenant, puisque j'entends l'expression du 1.5 par rapport à l'estimation qui vous a été communiquée, ce que nous n'avions pas dans les documents, donc, et ce que j'entends maintenant, mais merci de le préciser, parce qu'effectivement, ça permet de s'assurer qu'on sera dans quelque chose qui est transparent. De bois passé, ce qui s'est vendu très très cher, c'est l'épicéa. Tout ce qui est résineux. Mais le problème, c'est le résineux qui a souffert avec le scolite. Donc, mais c'est pour ça que je dis, et donc la dernière fois, c'était très haut, et heureusement, on l'a eu à cette hauteur-là, on le sait bien. Hein. Ici, c'est fort bas, même plus haut que l'estimation, mais ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais effectivement, bon, à partir du moment où on atteint l'équilibre, voire plus, grâce au rapatriement des montants du plan oxygène, la vente de bois n'en devient que plus essentielle. Alors, oui, dans les majorations de recettes, forcément, les décisions qu'on a prises, il ne s'agit pas de se dédire de ça, mais la taxe séjour, la taxe seconde résidence, l'augmentation des prix des garderies, impacte quand même considérablement les recettes. J'ai été surpris par la hauteur de l'impact sur le montant espéré en matière de garderie. Alors, soit c'est parce que je vais pouvoir sortir quelques chiffres, parce que justement, on a été interpellé par les parents quand on est passé de 50 cents la demi-heure à 90 cents la demi-heure. Oui. Et donc, je me suis permise d'aller rechercher toutes les recettes et toutes les dépenses au niveau des garderies. Eh bien, pour une participation des parents, donc là, je me suis basée sur le compte 2023, parce que quand j'ai répondu aux parents, je n'avais pas encore le compte 2024. Donc, sur le compte 2023, la participation des parents était de 35 000 €. Le coût de l'accueil extrascolaire est de 300 000 €. 332 000 même. Donc, ça veut dire qu'en gros, les parents ne participent qu'à 1/11
des frais réels de l'accueil extrascolaire. On se rend compte. Et donc là, bah, évidemment, on a légèrement majoré, on ne va pas leur demander les 330 000 €. On sait bien que c'est un service important, que si on veut soutenir nos écoles, si on veut qu'il y ait des jeunes dans notre commune, bah, il faut maintenir de l'accueil extrascolaire. Mais du coup, maintenant, il est un petit peu moins subventionné. Il n'est plus subventionné à 90, je ne sais pas combien de pourcents, un 11e. Mais voilà, il reste quand même, malgré tout, bien subventionné. J'entends, merci pour la précision. Je disais simplement que quand je regarde une évolution de recettes sur cet aspect-là et que je prends une éventuelle comparaison avec, avec d'autres recettes, je trouvais que bah, c'était quand même important par rapport à l'ensemble de nos citoyens pour un service qui est essentiel en matière d'attractivité de notre territoire, et on en est tous convaincus. Donc, mais merci pour la précision. Oui, vous évoquez un extraordinaire avec la concrétisation du maintien d'investissement. Donc, bon, j'ai vu qu'on est monté à 360 000 pour les voiries, puisque les 200 000 de l'année dernière n'ont pas été dépensés en raison des problématiques de timing avec l'enduisage, j'imagine. Tout à fait. C'est ça. J'avais un peu anticipé. Donc, ça m'est arrivé aussi sur d'autres exercices. Oui. J'ai beaucoup plus facile de m'en rendre compte. Non, mais ça participe de l'honnêteté et de la transparence, chez Richard. Donc, voilà, vous avez déterminé les endroits où vous allez les faire sur les 360 000. Je suppose que les endroits pour les 200 000 de l'année dernière étaient déjà identifiés. On a retravaillé justement en collaboration avec les services et le collège, et on a décidé d'investir sur Villers l'année prochaine. Ok. D'accord. On devra faire une grande partie des routes de Villers-Ventorval, car, il faut dire actuellement, les routes sont dans un état assez compliqué sur Villers, et je pense qu'il était nécessaire. Vous allez focaliser sur un village. On va se focaliser sur un village. C'est très bien. Donc voilà. Je dois totalement saluer, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a fait à un moment donné sur Muno, qui en avait beaucoup besoin, avec la concrétisation à la fin du tunnel, là. Enfin du pont plutôt. Excusez-moi, le tunnel c'est peut-être un peu grand. Pardon, un jour peut-être. Ouais, non. Là, on est parti sur autre chose comme débat. On va pas partir là-dessus. Donc voilà. Bon, après les autres dossiers, bah, évidemment, on votera favorablement parce que ce sont tous les dossiers qu'on avait participé à initier. Donc pas de problème par rapport à ça. J'avais une interrogation parce que j'ai eu écho lors de l'AG d'Idelux hier, pas plus tard qu'hier, du fait qu'on aurait potentiellement la reconnaissance du programme Interreg pour Train-Clair, m'a-t-on dit. Et donc je ne savais pas si c'était confirmé ou pas. Et donc ne le voyant pas dans le budget initial, je me suis dit que c'était sans doute postposé à une MB en fonction. Et donc voilà. Mais je me permets, puisqu'on est sur le budget extraordinaire, alors, ne le voyant pas... Le de projet était déjà dans un article de 2025, donc c'est un article qui avait encore suffisamment du solde, donc on sait qu'on va pouvoir, on appelle ça. Oui, c'était le montant qu'on avait inscrit à l'époque pour permettre d'avoir un auteur de projet indépendamment des subsides. En 2026, et au niveau des travaux, effectivement, nous verrons bien à l'AMB ce que nous allons mettre en fonction des résultats des différentes réunions, parce que là, il faut qu'on prévoie des réunions au mois de janvier, avec notamment les ports du Luxembourg et les différents intervenants, pour voir quel axe on prend au niveau de ce subside. Et l'accord de l'Interreg est confirmé ? Oui, la phase 2 est confirmée. Ok, on a eu des craintes à un moment donné beaucoup de craintes. Je pense, mais on l'a eu. Des années qu'il y a des craintes. Donc,
Ben voilà, comme c'était une bonne nouvelle. Enfin voilà, je posais la question pour voir si la bonne nouvelle était confirmée. Et donc, on pensait réellement avoir le subside et on l'avait pas eu. Hein, non, mais c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je me permets. Et c'est pas encore gagné parce que le subside d'infrastructure est quand même très léger, très léger. Donc on doit encore vraiment analyser. Alors de nouveau, mais bon, là on rentre un peu dans la technicité et je ne vais pas embêter tout le monde avec ça, mais on avait parlé aussi à un moment donné sans doute de devoir aller vers l'infraculturel par rapport à ça. Donc, mais bon, c'est à voir. Sachant que, attention, que ce projet Interreg n'est pas qu'un projet d'une infrastructure, c'est un large projet. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord et il est dans C'est l'infrastructure et le 5e axe. Absolument, il est dans une dimension de diffusion culturelle transfrontalière, ce qui était quelque chose de particulièrement volontariste. Et donc, effectivement, la dimension d'infra est à prendre en conséquence et pas en initiative première. Ok, bon, ben, donc, en ce qui nous concerne, nous voterons favorablement, que ce soit l'ordinaire ou l'extraordinaire. Maintenant, vous avez entendu quand même mes questions. Certains ont trouvé des éléments de réponse en séance et je vous en remercie. D'autres attendront évidemment des éclaircissements, la vente de bois, la situation par rapport au CPS, etc. Maintenant, c'est évidemment ce qu'est un budget initial par définition. Et donc, j'ai envie de dire que notre vote favorable est aussi conditionné au fait que les hypothèses sur lesquelles vous êtes partis et qu'on vient de valider ici soient rencontrées, parce qu'il faut faire attention et bien identifier où sont les véritables mesures structurelles qui étaient évoquées dans l'avis. Voilà pour le budget de notre côté. On vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, demandes, précisions? Mais une petite observation, ça m'amusera, j'aurais fait la remarque hier. On doit s'attendre à rien. En ce qui concerne surtout la cotisation de responsabilisation, ça devient vraiment un enjeu structurel. Ah, mais on est bien ça, c'est structurel, et c'est structurel à une hauteur qui devient indécente. Je suis totalement d'accord, Richard. Si l'on accepte ce rapatriement de ce qui avait été mis en économie, en quelque sorte, environ. Oui, bien sûr, bien sûr. Le budget propre, l'exercice propre, c'est encore plus de 550 000. Mais plus de 550 000. 550 000, c'est, vous allez me dire, c'est peu par rapport à 12 millions, mais ça devient quand même une grenouille qui enfle. Hein. Oui. Alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait un regroupement de l'ensemble des communes, à travers notamment l'Union des villes et communes, pour essayer de faire entendre raison partiellement au fédéral. Hein. Mais oui. Enfin, mais non, mais ça me paraît être un objectif. Il y a eu un courrier conjoint à l'initiative du bourgmestre de Bastogne, pour ne pas le citer. Voilà. Notamment avec le mécanisme qui ne concernait que des villes de plus de 100 000 habitants, et ce qui d'ailleurs rendait la ville de Mons juste inférieure à 100 000, qu'on prenne qui voudra. Mais enfin, on l'a évoqué durant nos années de législature dernière, hein, tout le temps, que c'était quelque chose qui allait devenir intenable. On attendait tous et on espérait tous, toutes structures confondues, que le gouvernement fédéral nous donne une piste de sortie par rapport à ça, puisque derrière c'est quand même au départ un mécanisme qui vient du fédéral. On n'a rien vu, ça devient totalement hallucinant, et je rebondirai sur ce que tu dis, Richard, parce que si derrière on imaginait que ce mécanisme de cotisation de responsabilisation n'existe pas, notre situation financière ferait qu'on pourrait beaucoup plus
emprunter à l'extraordinaire et faire des investissements à l'extraordinaire que ce qui est prévu à ce budget-ci, qui est quand même particulièrement limité au précédent dossier. Et donc, c'est quand même quelque chose sur lequel on se doit, je pense, et l'initiative d'encourager à un discours partagé de tous les pouvoirs locaux, je ne peux qu'y souscrire entièrement. Il faut aussi bien observer qu'au cours des 20, 25, je vais dire 30 dernières années, celles que j'ai connues autour de cette table, on nous a rabâché qu'il fallait, avec certaines empoignes, engager, n'est-ce pas, c'est les points APE, n'est-ce pas, avec les conséquences de 32% de différence de cotisation sociale ou patronale. Alors évidemment, tout le monde en a profité, et puis à un moment donné, on a tellement été dans ce sens-là que on s'est trouvé gros gens comme devant. Voilà, Oui. Maintenant, voilà, de nouveau, là, après, on est sur le débat régional. La Flandre s'est dotée d'un second pilier de manière autonome, ce qui lui a permis de continuer à fonctionner. Là où la région wallonne est restée avec le mécanisme APE que maintenant on remet en cause, mais de manière tellement importante que ça va avoir des impacts. Ça ne concerne pas. Oui, mais ceux qui vont venir, ça va avoir des impacts sur le secteur associatif catastrophiques. ça on verra bien. Mais bon, maintenant, c'est clair qu'on nous a encouragés à ce mécanisme-là de contractualisation, et derrière, voilà, et quid des potentiels futurs second piliers, avec ou pas intervention dans les cotisations sociales par les employés, on verra bien, mais c'est clair que c'est quand même, je te rejoins totalement, un énorme problème pour des pouvoirs locaux comme le nôtre, et encore, nous avons la vente de bois. Oui, mais nous avons aussi un historique qui ne nous aide pas, justement au niveau des maisons de repos, parce que ça veut dire qu'on a une activité qui a cessé, avec des personnes pensionnées qui ont été nommées par le CPS, enfin la commune, et donc pour lesquelles nous allons devoir prendre les pensions à charge. Voilà. Et donc cet historique-là, il est quand même pas négligeable. C'est ce qui fait que pour nous, c'est aussi pas la situation aujourd'hui. Oui, de l'intérêt d'avoir su atterrir avec une perspective de reprise de gestion aussi. L'intérêt de continuer à discuter sur cette reprise de gestion. Ah oui, et par contre, j'en profite parce que j'étais le seul à l'Assemblée Générale ordinaire de Vivalia, dont on n'avait pas pu parler puisque le point n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour du dernier conseil communal, et c'est en réponse notamment, parce que je voyais Julien qui intervenait là-dessus, puisque tu m'avais interrogé sur qu'en est-il de la perspective des travaux de Vivalia pour l'extension de Villers de Ventorval, et donc à l'Assemblée Générale ordinaire de Vivalia de mardi, il a été confirmé que le montant pour désigner l'auteur de projet dans le cadre de budget d'investissement de Vivalia était bien inscrit. Donc ça veut dire que c'est inscrit, que les démarches va se faire. Et donc je ne peux qu'espérer que les négociations en cours puissent atterrir rapidement aussi en parallèle. Positivement pour la commune et le CPS de Florenville. Dans une dimension équilibrée comme ça. Très bien. Le cas. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions sur le budget? Je vous remercie. Alors, on ne passe pas au vote. Alors, approuvé. Merci à toutes et à tous et merci aux équipes. Oui, et merci à la direction financière faisant fonction aussi. Bien sûr. Parce que, voilà, faire ça, je pense qu'il y a eu aussi un soutien de la direction financière en parallèle, mais donc bravo aux équipes, il faut le dire. Merci. Donc, encore en termes de prudence, on vous demande quand même d'approuver un 12e provisoire. Oui, bien sûr, pas de problème. Je ne sais pas quand le budget va revenir. Je sais pas ce que tu veux dire, mais on va mettre quand même le 15 janvier de nouveau, même si de le retirer, mais par prudence.
Madame la directrice générale faisant fonction me précise qu'on remettra certainement un 12e provisoire le 15 janvier, vu qu'on avance le conseil. C'est logique. Avec le délai de validation par la tutelle, on ne l'aura pas avant février, a priori, sauf. Et quoi qu'il arrive, il sera réformé, puisqu'il les réforme tous tout le temps. Donc, a priori, il faudra le mettre pour le mois de février, bien évidemment, et on le votera aussi. Merci. Pour le devis forestier. Le devis forestier, donc le chiffre est un peu impressionnant, c'est 185 000 € de TVA comprise, mais dedans est compris le boisement, les voiries, de la main-d'œuvre communale pour 73 650 €, et la pose de clôture, c'est effectué par les chasseurs. Et dans la partie boisement et voirie, une partie sera exécutée par nos ouvriers. On a des bonnes équipes, on travaille le plus possible en régie pour limiter les frais. J'ai vu ça. Tu as vu ça, Philippe? Beaucoup, il faut planter beaucoup. Non, mais il faut replanter les solides, tout ça. Là-dessus, la commune de Floraville travaille bien depuis des années. Hein. On a une bonne équipe, on suit tout près. Merci aux équipes. Replanter comme il faut et dégager aussi. Ça a toujours été une bonne équipe, hein, l'équipe forestière. Oui. Ça va? Et on reste quand même dans des plantations normales, on ne va pas vers des plantations du sud de la France. Un petit peu sur le terrain, et tout ça, mais on va planter des pinettes. Donc, on mélange, on essaie de mélanger des essences. oui, j'ai vu ça. Oui. Mais ça reste quand même des essences raisonnables. Voilà. Raisonnable. On essaie d'adapter le terrain à l'exposition. Ouais. Vous êtes au mari de la bonne humeur. C'est ok pour le Oui. Merci. Des points à sol. Ok, le point suivant, c'est le point 11 avec la vente d'un terrain à Florenville. C'est une vente qui est en cours. Mais ça, vous connaissez le point parce que c'est un point qui date d'il y a très longtemps. Oui. Donc, comme vous savez, le il était vendu. ruisseau de la Terme. Le ruisseau de la Terme avait un parcours plutôt sinueux il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Maintenant, et donc c'est lui qui faisait la distinction entre la commune de Florenville et la commune de Chigny. Et donc, il y a une personne qui habitait sur la commune de Chigny et qui possédait toute la partie qui appartenait au territoire de Chigny, mais le ruisseau a dévié de sa trajectoire et il a été redressé. Et donc, en étant redressé, le particulier qui possède les terrains de côté Chigny n'a plus les mêmes parcelles. Et donc, il voulait régulariser sa situation et c'est là qu'on en arrive à lui vendre les bouts du terrain de Florenville qui étaient initialement donc du côté du ruisseau et qui ont rebasculé du côté Chigny. Donc il faut que tu nous fasses un dessin. Il y a tous les plans, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà. J'ai tout compris. Le dossier nous est connu, parce qu'effectivement il était connu. J'ai juste été surpris par le délai qu'il a fallu entre la première proposition qu'on avait faite et puis maintenant. Qu'est-ce qui a généré ce délai Je pense que la personne assez âgée à un moment ne répondait plus. C'est mon fils qui a repris la main. Et donc c'est pour ça que on avait. Mais parce que j'ai souvenir en son temps qu'on avait demandé à pouvoir avancer avec ce dossier-là. Et donc voilà, et donc on avait pris une décision de principe, nous, hein, on connaît. La régularisation de la prise d'eau. Ah oui, il y avait regardé du côté de Chigny pour régulariser les temps Il y a le aussi. service des eaux, tout ça. Non, mais ok, mais c'est parce qu'avec le décalage dans le temps. C'est plus qui a avancé. Merci. Les deux petites remarques, on parle du terme, c'est dans les motivations, à peu près dans le milieu du texte. Juste la pancarte de la région, c'est déjà la terme avec S. Avec S, oui. Dans un sens, mais pas dans l'autre. Pas dans l'autre. Oui. C'est clinique, c'est Dans un sens. C'est comme les chableux avec E au milieu et sans E. les deux. Ah oui? C'est comme le excepté tech. Comme le excepté au demander, pays. Alors, Il faudrait demander. Avec du type X. ma deuxième remarque. Attends, une seconde. Et je mets quoi? Là. La terre. Allez, on va sur la terre. Le terme, c'est le bois. Le terme, c'est le bois ici à côté. Deuxième remarque. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Ici, donc, on sait de l'O3 et 4. C'est peut-être l'occasion d'acquérir de l'O5. Mais en fait, oui, au départ, les discussions allaient dans ce sens-là. Ça devait être un échange et une compensation avec les arts
il dépassait, on va dire. Mais là, la commune n'a pas marqué spécialement son accord pour acquérir le lot 5, et donc c'est pas établi ici. C'est l'occasion, parce que dans les motivations, on le met ça, qu'il devrait céder cette... Mais c'était la proposition de départ, mais ça n'a plus été proposé comme ça, donc voilà, on ne va pas retarder encore ce dossier qui date de 2021. On a appris égal... Ben, on ne saura pas le faire comme ça. Non, mais on peut... Non, parce que du coup, il faut remettre un géomètre sur le coup, qui va redélimiter les parcelles, donc... Et tout, Enfin, je ne sais pas s'il a bien balisé le lot 5. Si, un peu 6 ans. 6 ans 9, je le vois. Et juste une petite question, le ruisseau est moins sinueux parce que c'est naturel ou parce qu'on a redressé son cours? Il était dressé. On a l'impression. On va le laisser. Mais la frontière sinueuse est toujours d'application. Oui, c'est La l'ancien frontière entre... De commune. On ne change pas les superficies de nos communes, quoi. C'est toujours l'ancien cours d'eau qui fait office de... Cette frontière fixe. L'ancien Ok. tracé qui n'existe pas. On ne le change pas. Pas ce soir, en tout cas. Donc, le point suivant, si tout le monde est OK, c'est le renom de location. Venons ensuite à un décès de 4 résidents. Voilà. Alors, le point suivant, ça avance. Enfin, ça avance. On espère que surtout on aura une signature. Donc, c'est par rapport à la transformation et l'extension de la maison de village de Fontenoy. Donc, nous sommes au stade de l'approbation de la convention de réalisation et ça part donc maintenant à la signature de la ministre. En espérant qu'elle signe rapidement. Donc, c'est deux sessions de signature par an. Donc, on espère pouvoir avancer rapidement. Début de l'année, on espère avoir la signature. On l'espère. Voilà. On verra. Alors, le point... Ouais, vous avez des... Non, ça va? Donc, le point 14, c'est le marché public avec Idelux Projet Public dans le cadre de la relation in-house pour le projet de rénovation énergétique de l'administration communale, dont on a déjà parlé. Donc, nous avions obtenu une subvention FEDER dans le cadre d'un programme européen pour rénover l'administration, et donc ça suit son cours avec IPP. Ok? Des questions? Pas de souci. Alors, le point suivant, c'est... Donc, on revient sur une précision, parce que vu qu'en direct du dernier conseil communal et en fonction de vos remarques tout à fait pertinentes, pour le règlement de recharge pour les bornes, pour les véhicules électriques, pardon, je laisse la On parole avait acté au dernier conseil qu'on mettait une période expérimentale jusqu'au 31 décembre 2026. Et donc il s'avère en fait que l'article 1er du règlement n'est plus applicable comme il avait été voté au dernier conseil. Et donc ici, on vous propose une adaptation de l'article 1er. Voilà. soit cohérent. Pour que ce soit cohérent, que la durée maximale de renouvellement ne peut excéder la date d'expiration du règlement expérimental, soit le 31 décembre 2026. C'était implicite, hein, mais ça aurait pu créer des problèmes avec les personnes qui... C'était un risque d'incompréhension. renouvellement pour l'année. On préfère, on ne change pas les conditions. Par contre, est-ce que tu pourrais, comme j'ai pas mes notes, me relire l'article 2? Parce que là, j'avais une question. Ah, attends. C'est juste pour bien comprendre la chose. L'article 2 parlait de place de parking. Donc l'article 2, c'est un permis de stationnement et une autorisation de faire passer un dispositif de recharge électrique sur le domaine public sont accordés à monsieur ou madame, valables pour le temps nécessaire à la recharge du véhicule immatriculé. Voilà. Quand on parle de permis de stationnement, est-ce que ça veut dire que ce sera une place privative ou que la personne s'y garera quand il n'y a personne d'autre à la place? Valable pour le temps nécessaire à la recharge. Bien, c'est ça que je ne comprenais pas.
Donc ça, on ne peut Voilà. pas privatiser le domaine public, Non, mais simplement, voilà, je pensais bien. ils ont l'autorisation de recharger pendant et de rester sur la place le temps de la recharge. Oui, bien, bien. Et si, C'est une bonne question. et si quelqu'un d'autre est garé, eh ben tant pis. Oui, C'est ça. quelqu'un d'autre est Il n'y a pas garé de à ce priorisation. moment-là, il n'y a pas de priorisation. Comment ça se coule la salle de relouer la place après? Non, mais voilà, c'est ce que je me dis. Voilà. Ouais. Ça aurait été aberrant. On prendra des petits grilles après. Non, pas de priorité. Voilà, bien. Sur la place. Merci. Voilà qui est éclairci. Merci à Monsieur le fin de la mobilité. Bon. Le point 16, c'est l'entretien et le curage préventif des réseaux d'égouttage avec une décision de marché, sachant que ce n'est pas encore précisé les endroits d'entretien. Bah, c'est juste une décision de marché. Ça va renouvellement. Ouais. Ça va. Oui. Donc nous avons ensuite 2 points qu'on vous demande d'approuver, enfin d'abord d'approuver l'urgence pour les 2 points si vous êtes tous OK. Alors le premier point c'est le 16 bis. Alors c'est une procédure un petit peu particulière. Donc en fait c'est l'adaptation du montant des dotations communales de la zone de secours. Donc en soi, comme on a déjà discuté, moi on ne se souvenait pas que ça se passait comme ça avant, mais en tout cas, la zone de secours, le conseil de zone de secours approuve son budget, les dotations partent dans toutes les communes et ensuite nous on les inscrit dans notre budget. On l'avait inscrit aussi dans la modification budgétaire, mais il demande qu'il y ait c'est du formel en fait. Il demande une décision pour dire qu'on est bien OK d'adapter le montant. C'est bien le montant qui était, qui était dans la modification du forfait. OK? Pas de problème. Alors bon, le 16 terre. Alors là, effectivement, ça arrivait très tardivement. Désolée, mais croyez-moi, c'est un combat de chaque instant depuis quelques jours. Il y a eu plusieurs interpellations à juste titre citoyennes par rapport à une modification des horaires et aux impacts des travaux sur l'axe Namur-Luxembourg, l'axe ferroviaire, qui impacte une modification par rapport à la correspondance à Libramont. Pour ne pas le citer, mais je vais quand même le citer, j'ai été particulièrement interpellée par notre conseiller ici autour de la table, Julien Filippucci, qui s'inquiétait aussi du rôle, et à juste titre, que nous pouvions avoir ici au niveau communal par rapport à cette situation, parce que autant il y a plusieurs communes, Florenville, Chigny, Virton, Rouvroy, qui peuvent être impactées, en tout cas par rapport à leurs voyageurs et à leurs navetteurs, mais il faut quand même ajouter que la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire, c'est que non seulement quand les navetteurs vont prendre le train maintenant à Florenville pour aller vers Namur-Bruxelles, on va dire, Ciney, Liège, etc., Louvain-la-Neuve, il y a aussi le fait qu'à Florenville, depuis juillet 2024, il n'y a plus de tech qui vient de Florenville vers Marbehan, vers Libramont, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes où ils ont encore une ligne tech. Donc c'est la double pénalité. Nous avons appris cette situation en même temps que tous les citoyens, les navetteurs et les étudiants, les travailleurs et les personnes qui prennent le train, ce qui n'a pas manqué de nous fâcher très fort. Et surtout, l'objectif n'est pas juste de se fâcher, c'est aussi de trouver des solutions. Donc depuis plusieurs jours, nous sommes en contact avec la SNCB, avec Infrabel, qui est donc le gestionnaire des travaux, et aussi avec le ministre fédéral en charge de la mobilité. Il y a eu une réaction assez rapide en disant il faut trouver une solution. La SNCB, sachant que ce n'est pas évident, ce n'est pas des discussions qui sont faciles, nous explique aussi pour des raisons techniques qu'il n'est pas possible à ce stade de modifier les horaires et d'essayer de rattraper une autre correspondance ou modifier pour attendre moins, parce que les gens attendent maintenant quand même 63 minutes sur le quai de la gare à Libramont, ce qui est complètement inadmissible. Donc ce qu'on leur propose,
ensuite de tous ces échanges, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce que désolé pour l'envoi tardif, qui est donc très clairement cette fin d'après-midi ce jour, pour la proposition de motion qu'on veut envoyer. Oui. L'idée en fait c'est de faire une première étude très rapidement. J'ai reçu un premier projet d'étude hier soir pour demander exactement quels sont les besoins les plus urgents, pour mettre en place une navette pour que de Florenville on puisse aller soit à Marbehan, soit à Libramont et attendre moins longtemps à Libramont pour partir vers la ligne Namur-Luxembourg. On a besoin d'abord de cette étude parce que la SNCB indique elle-même qu'elle ne dispose pas de ces informations précises. Oui, c'est assez interpellant. Et donc l'idée c'est aussi, mais je peux te laisser parler, mais c'est quand même, suite à la réflexion de Julien Filippucci, c'est de demander d'abord et avant tout à la SNCB, à Infrabel, de fournir une information claire, régulière, proactive sur l'évolution des travaux, leur durée, leurs impacts concrets sur les correspondances en gare de Libramont. Il faut savoir qu'on est parti, enfin que Infrabel et la SNCB nous ont précisé qu'on était parti pour 3 années de travaux. Que nous venons d'apprendre la semaine dernière. Donc, nous demandons également que l'enquête annoncée soit effectivement lancée via les canaux officiels de la commune et la SNCB, qu'elle soit largement diffusée, qu'elle soit centralisée, qu'elle soit analysée par les services de la SNCB, avec une communication transparente des résultats. Nous demandons aussi que l'analyse de cette enquête débouche rapidement sur des mesures pragmatiques opérationnelle, notamment la mise en œuvre d'une navette bus test, donc soit via le TEC, soit via un opérateur privé, pour réduire significativement les temps de correspondance. Et nous demandons aussi que toutes les pistes techniques et organisationnelles continuent d'être étudiées pour assurer une correspondance efficace à Libramont malgré les contraintes liées aux travaux. Et nous rappelons l'utilité de la ligne 165 et l'attractivité de la gare de Florenville, que cela soit pleinement pris en compte pour ne pas sacrifier une gare, un territoire et ses usagers, en rappelant également que la SNCB a pour mission d'assurer un service public de transport ferroviaire de qualité sur l'ensemble du territoire, y compris, ça ne fait pas de mal de leur rappeler à la SNCB que c'est y compris en milieu rural et que ça doit être un service acceptable, attractif et raisonnable pour les citoyens. Donc nous exigeons via cette initiative un suivi régulier et concerté avec les autorités locales concernant l'impact des travaux et les réponses immédiates et concrètes. Évidemment, si via nos multiples échanges et de ces tout derniers jours, on avait pu avoir directement une modification des horaires, ça aurait été évidemment l'idéal. Mais on ne veut pas rester les bras croisés en se disant « Ah, on ne sait pas modifier les horaires ». Moi, je veux quand même qu'on continue à se battre pour avoir une solution alternative. Sachant que c'est pas évident, mais je remercie chacune et chacun et je comprends la colère et la frustration des navetteurs avant tout. Mais je remercie aussi pour nos échanges aussi entre élus. Et on doit, je pense, être... moyennant vos réactions évidemment, mais je pense qu'il faut vraiment sur un sujet comme ça être soudé et parler d'une seule voix pour la commune de Florenville, pour nos navetteurs et pour les citoyens. C'est depuis les nouveaux horaires, parce qu'avant ils allaient à Marbehan, on est bus de TEC. Donc c'est depuis juillet 2024. Le 22, ils l'ont supprimé. Oui, le texte 22. C'est depuis juillet 2024. Donc là, si on veut juste nous isoler complètement, On ne peut pas mieux. Ça ne vient pas mieux. En parlant, merci Julien. Au niveau de la transmission, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de transférer la motion aux communes voisines pour les inviter à Chigny en a pris une. Donc apparemment Chigny en a pris une. C'est vrai que je n'ai pas eu connaissance du contenu de celle de Chigny. On peut aussi transmettre aux communes. Oui. Donc je précise quand même que la commune de Virton
sur laquelle il y a une gare est aussi pleinement impliquée dans les discussions avec la SNCB et Inframed. Je voulais juste ajouter, on a déjà parlé de rester attentif pendant la durée des travaux, parce que la SNCB ils peuvent être sournois aux chiffres qui communiqueront de fréquentation ou qui vont être irrémédiablement impactés, c'est certain, parce qu'ils pourraient prendre cette excuse pour diminuer encore le service dans le futur en disant bah, regardez cette ligne, la fréquentation. Il y a moins de monde, hein, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, évidemment qu'il y a moins de monde. Et l'impact également sur les deux lignes tech. Il y a la V1, donc la ligne touristique, qui risque d'avoir aussi une chute de sa fréquentation, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui prenaient ce bus qui fait Bouillon-Orval au départ de la gare, ou qui descendaient du bus à la gare, et la 23 qui fait la liaison entre Florentville Centre et la gare, qui à mon avis va être impactée fortement. Donc que le TEC ne vienne pas, c'est la ligne 23 qui fait Florentville Gare, que le TEC ne vienne pas dire l'année prochaine, il n'y a personne dans le bus, donc on va la supprimer parce qu'il n'y a personne dedans. Ah oui, forcément, il n'y a personne dedans. S'il n'y a plus personne dans le train. On pourrait peut-être alors modifier la première demande. Donc on a mis demande à la SNCB et à Infraben de fournir une information claire, régulière et proactive sur l'évolution des travaux et sur l'évolution de la fréquentation. Ou pas trop cher. Ben, quoique. Simplement être attentif si un jour il viennent avec des chiffres en diminution, parce qu'on peut les objectiver ces chiffres. Parce que. Tu vois les chiffres qu'ils t'ont donnés par rapport à notre gars. Depuis qu'ils ont mis la cadencement horaire en semaine, un train toutes les heures, ils disent que les trains sont moins remplis et que le taux de remplissage a chuté. Tu vois comme ils sont sournois. Mais sur les chiffres, le trafic a augmenté. Si tu as 30% plus de voyageurs, mais 50% plus de trains, ou 100% plus de trains, forcément, le taux de remplissage diminue quand même il y a plus de voyageurs. Mais attention, ils sont. Le texte, c'est toujours un Barlois. À l'évolution de la fréquentation. On pourrait organiser des autocars de manifestation. Hein. On va les coucher sur les rails. Certains peuvent bloquer les voies. Les chemins, les autres pourraient nous prêter des tracteurs pour aller dans les bâtiments administratifs. Non, c'est pas si loin que ça. C'est bien, ils ont déjà démonté la troisième voie, c'est déjà. On pourrait y aller au Oui. Ça va comme ça? Oui, ça va. Je sais que ça ne pas rien. Honnêtement, on n'a pas remarqué quelque chose pour dire qu'on intervient, non. C'est bien fait. Demande avec insistance. Oui, on peut ajouter avec insistance. Mais Non, mais je sais que c'est. croyez-moi, je demande beaucoup avec insistance depuis plusieurs jours. D'une manière furibarde aussi. Et la fumée qui sort juste, j'essaie. On n'arrive pas souvent quand ça m'arrive. Alors, Ça communication. va? Merci à tous. Communication. Alors, il y a un point de communication, c'est le retour de la tutelle sur la NB1 qui est positif. Ça va? Oui, ça veut dire. Ainsi se termine notre ordre du jour public. C'est le même qui signe. Merci à toutes et à tous et joyeuses fêtes. Belle fête de fin Bonne fête. Bonne fête à toutes et tous. C'est pas des cloches.